l'Organisation de la des réformes et de l'action publique est une plateforme qui existe depuis 2013 et donc elle travaille dans le secteur, plusieurs secteurs, notamment le secteur des énergies qui nous regroupe aujourd'hui, vu que les hydrocarbures font partie également des énergies. Donc notre rôle, c'est justement de se rassurer que la société civile, les communautés locales sont prises en compte dans toutes les réformes que le gouvernement congolais est en train de développer, sont impliqués d'une manière ou d'une autre, ou carrément les besoins déjà à partir de la base sont intégrés dans les réformes, dans les politiques, dans les lois, mais aussi dans les actions, les projets, les grands projets que le gouvernement est en train de développer pour que, n'est-ce pas, ça ne soit pas des impositions qui viennent d'en haut vers le bas. C'est comme ça que nous travaillons notamment dans le renforcement de capacités, nous travaillons dans la sensibilisation, la conscientisation, nous travaillons dans la mobilisation, mais aussi le plaidoyer pour se rassurer que, n'est-ce pas, la voix des communautés, la voix des populations est vraiment prise en compte dans ces grands projets ou dans ces grandes réformes. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de la CORAP. Je pense que la présentation aussi des participants pourra suivre parce qu'il y a un moment où on aura des discussions pour échanger autour de ce que tout le monde connaît du secteur. Et donc, le programme, justement, c'est que nous allons vous présenter les guides, comme on l'avait annoncé dans le message, les guides pour les communautés sur les impacts de l'exploitation des hydrocarbures. Ensuite, nous allons aussi vous présenter notre stratégie de communication pour le lancement de ces guides et la campagne qui suivra, parce qu'il est prévu qu'on fasse une campagne de 2 mois dans les réseaux sociaux où on va davantage parler hydrocarbures. Et le but principal, c'est de créer au fait un débat des sociétés autour de tous ces enjeux liés, n'est-ce pas, à l'exploitation des hydrocarbures pour que la population soit davantage informée et qu'elle soit aussi, qu'elle se sente impliquée dans tout ce qui s'est fait comme action par le gouvernement. Et donc, nous aurons justement la présentation de cette stratégie de communication dans le cadre de cette campagne. Ensuite, nous aurons une trentaine de minutes carrément pour des discussions parce que nous savons que c'est plutôt les experts, dans la plupart des cas, qui se sont joints à nous pour, n'est-ce pas, ces discussions. Voilà un peu comment se présente le programme. Encore une fois de plus, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez affirmé, n'est-ce pas, affiché en se joignant à nous pour ces discussions. Alors, sans plus tarder, parlant du guide, parce que c'est ça même le sujet du jour, les guides pour les communautés locales sur les impacts des hydrocarbures. J'ai essayé de donner le contexte, n'est-ce pas, qui nous a conduit à la production de cet outil important. Le contexte, c'est que, premièrement, la RDC n'est pas encore comptée parmi, n'est-ce pas, les pays producteurs des hydrocarbures à cause du fait que nous n'atteignons pas encore le nombre de barils requis qui va au-delà de 250 000 barils par jour. Et donc, par rapport à ça, on peut se rendre effectivement compte que le pays ou carrément la population n'a pas forcément intérêt parce que n'est pas jusque-là considéré comme vraiment cet acteur-là. Et aussi, il n'y a pas encore une grande exploitation des hydrocarbures en RDC. Néanmoins, à Mwanda, nous connaissons qu'il y a de l'exploitation déjà, mais qui est encore très faible selon les chiffres qui sont présentés, bien que les acteurs qui travaillent autour de l'ITIE, autour de la gouvernance des secteurs, n'est-ce pas, de ressources naturelles, pourront affirmer que les chiffres, par exemple, qui sont présentés par Perenco dans son exploitation ne varient jamais depuis que Perenco a commencé à exploiter jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas toujours à même de dépasser, je ne sais pas, 25 000 barils, plus ou moins, par jour. Donc, alors, aujourd'hui, de plus en plus, il y a de l'intérêt, n'est-ce pas, dans l'exploitation de ces hydrocarbures, à travers notamment ces grands projets que le gouvernement veut développer. Chacun a son point de vue à cela. Chacun a sa préférence ou carrément peut soutenir une thèse par rapport à l'autre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de dire, OK,
nous préparons à aller vers cela. Qu'est-ce que les gens connaissent des hydrocarbures? Qu'est-ce que les gens connaissent des impacts des hydrocarbures? Qu'est-ce que les gens connaissent même de l'exploitation? C'est comme ça que, vu que nous avons ce grand potentiel, nous nous sommes donné cette ambition, n'est-ce pas, d'aller vers la production de ces GUD-là pour que l'on ait plus d'informations. Alors, comme on le disait, la motivation pour nous, c'est que nous menons des actions citoyennes. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le contrôle citoyen de l'action publique. Et donc, ces GUD, en même temps, viennent nous aider ou viennent s'inscrire dans la logique de renforcer, au fait, ces contrôles citoyens dans le secteur des hydrocarbures. Parce que ça va susciter certainement de l'intérêt, de la curiosité auprès de toutes ces communautés ou toutes ces personnes qui s'intéressent, qui vont s'intéresser davantage. Ils vont se poser des questions et en se posant des questions, ça va certainement pousser les acteurs à aller dans ce contrôle-là citoyen, à aller poser des questions auprès de l'autorité et pousser à ce qu'il y ait un changement, si seulement on le souhaite bien. Et donc, le présent GUD a quelques chapitres importants que nous avons essayé de mettre en avant-plan. Premièrement, nous avons voulu que les lecteurs qui est ciblé ici, ce sont les communautés locales, mais aussi tout le monde scientifique, les autorités, en lisant ce document, qu'ils puissent être à même, n'est-ce pas, de comprendre certaines notions liées à l'exploitation, en fait, de ces hydrocarbures. Donc, qu'elle soit à même, n'est-ce pas, de comprendre quelques notions, quelques définitions qui sont importantes par rapport à ces secteurs-là. C'est comme ça que si vous aviez eu le temps de parcourir, n'est-ce pas, le GUD qu'on a partagé depuis le jeudi de la semaine dernière, vous verrez qu'il y a par exemple toute une liste de définitions. On a essayé de définir c'est quoi d'abord les énergies de façon globale. On a essayé de définir c'est quoi les énergies renouvelables. On a essayé de définir c'est quoi l'exploitation. Quand on parle de l'exploitation, n'est-ce pas, des hydrocarbures, on fait allusion à quoi? On a essayé de définir aussi le bloc pétrolier parce que c'est le sujet qui est très intéressant pour tout le monde actuellement. Quand on parle de bloc pétrolier, on fait allusion à quoi? Et toutes ces définitions, vous allez les retrouver dans le GUD, comme j'étais en train de le dire, dans le premier parti, ou la première partie plutôt qui parle, n'est-ce pas, Un instant. de l'explication, qui explique au fait quelques notions importantes. Voyons voir. Alors, au-delà de cela, qu'est-ce que nous avons encore mis en avant-plan? Mes excuses. Dans Je le rencontre quel... Nous avons mis en avant-plan aussi quelques explications autour des théories sur les impacts de l'exploitation des hydrocarbures. On a appelé ça théorie justement parce qu'on s'est basé sur ce que certains scientifiques, certaines expériences ont exprimé, beaucoup plus des expériences qui sont vécues ailleurs, dans les réseaux sociaux et plutôt sur Internet. On a fait des recherches dans des bibliothèques pour essayer de retracer tout ce que le scientifique ou tout ce que le monde a présenté en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'émission des hydrocarbures. Permettez, s'il vous plaît, que si on peut mettre des micros sous silence, ça pourra aider à ce que tout le monde puisse bien suivre. Alors, donc comme je disais, les théories justement sur les hydrocarbures, on a essayé de mettre en avant-plan les théories autour de l'environnement. Parce que de plus en plus, comme vous le savez, le monde court derrière cet objectif qui vise Ce n'est pas gentil. les émissions des gaz à effet de serre qui sont produits tout le jour de par l'industrialisation. Et donc, les hydrocarbures font partie, n'est-ce pas, de ces grands secteurs qui polluent davantage, qui émettent beaucoup des émissions ou des gaz à effet de serre. Et donc, le GUD essaie de détailler davantage les quelques théories justement qui expliquent comment est-ce qu'on peut affirmer que, n'est-ce pas, les hydrocarbures arrivent justement à impacter l'environnement. Au-delà de l'environnement, les GUD présentent aussi quelques théories autour de la santé. C'est vrai que
pour ceux qui ont déjà eu à travailler dans ce secteur, qui ont fait beaucoup de recherches, il y a moins des publications, il y a moins d'acteurs qui ont eu à parler des impacts sur la santé par rapport au secteur des hydrocarbures. Nous nous sommes justement basés sur certaines expériences, notamment du Canada, de l'Institut des statistiques, je pense, du Canada, qui a eu à faire des études pour démontrer comment est-ce que les hydrocarbures ont impacté sur la santé des communautés ou des populations canadiennes. Et donc, ça impacte notamment sur la respiration, il y a plusieurs maladies de peau, etc. Mais aussi, nous nous sommes basés sur certaines études, ou une étude qui a été récemment publiée par une organisation basée à Moanda, RENAD, où il y a eu des essais qui ont été faits sur certaines communautés à Moanda, avec, n'est-ce pas, cette démonstration selon laquelle, n'est-ce pas, cette exploitation par Perenco, par Perenco-Rep, a eu à impacter sur, n'est-ce pas, la santé de communautés dans la ville de Moanda. Au-delà, n'est-ce pas, de théories sur la santé, nous avons aussi démontré comment est-ce que, n'est-ce pas, les hydrocarbures ont impacté positivement comme négativement les économies de plusieurs pays du monde. Déjà à l'international, on peut voir comment est-ce que même pour les États-Unis et bien d'autres pays, les hydrocarbures ont considérablement contribué au développement, n'est-ce pas, économique de ces pays. Et en Afrique, on a essayé de parler du Nigeria, de l'Angola, qui aussi, sur le plan économique, ont vu, n'est-ce pas, quelques avancées ou quelques éléments positifs. Mais malheureusement, surtout en Afrique, où il y a un problème de gouvernance qui s'avère, n'est-ce pas, très important, il s'est fait que cette évolution sur le plan économique, malheureusement, n'a pas eu à impacter ou n'impacte pas positivement la population elle-même, parce que finalement, le grand constat, c'est que c'est plutôt, dans la plupart des cas, que ce soit au Nigeria, en Angola, vraiment une tranche, une catégorie de personnes qui sont le plus favorisées par rapport à cette exploitation que la population. Et nous savons justement affirmer cela à cause du fait que déjà, si on voit les aspects liés à la création de l'emploi, les aspects liés je parlais de la création de l'emploi et bien d'autres aspects où on va se rendre effectivement compte que, n'est-ce pas, cela n'a pas profité aux populations parce qu'il y a de moins en moins des emplois qui sont créés ou carrément pas d'emplois de façon considérable qui sont créés. Et donc, cela, sur le plan économique, s'avère un important problème. Mais au-delà des emplois, c'est aussi tous les risques économiques et sur la dette, que ce soit en Angola et dans bien d'autres pays. Cette exploitation des hydrocarbures a apporté beaucoup d'argent, mais aussi a accentué les dettes de ces pays-là. Donc, au-delà de ces impacts ou des théories sur l'environnement et la santé, mais aussi l'économie, nous avons aussi essayé d'aborder les impacts sur le plan social, les impacts sur le plan culturel également. Déjà, dans le GUT, il a été clairement démontré comment est-ce que, à cause de l'exploitation des hydrocarbures dans plusieurs pays, les communautés ont subi des impacts, notamment sur leurs terres. Il y a eu, on oblige toujours ces communautés-là à être déplacées pour cause, n'est-ce pas, de l'exploitation des hydrocarbures. Et déjà, pour le cas de Moanda, on peut aussi le constater. Il y a plusieurs communautés qui ont perdu leurs terres à cause du fait que plus tard, on pourra dire que voilà, ce sont des concessions de Perenco. Alors, au-delà, n'est-ce pas, au-delà, n'est-ce pas, des théories que nous avons essayé de présenter dans le GUT sur les hydrocarbures, nous avons aussi abordé, je parlais ici de quelques exemples de l'exploitation. Et là, de façon plus précise, nous avons parlé de 3 pays. La RDC, nous avons parlé du Nigeria, mais aussi nous avons parlé des États-Unis. La RDC, nous avons vu le cas de Moanda. La ville de Moanda qui est, n'est-ce pas, la ville où on exploite le plus les hydrocarbures. Mais nous pouvons constater que, voilà, à Moanda, à près de 90% de population qui est au chômage aujourd'hui. À Moanda,
il n'y a pas un développement qui est annoncé. Dans le GUD, il y a même quelques images qu'on a prises sur terrain où on ne voit à Moanda qu'une route, la route principale, par exemple, qui est en très mauvais état, alors que c'est l'entrée de la ville qui est censée produire beaucoup de ressources. Donc, il y a juste la route principale à quelques kilomètres, je pense plus ou moins 5 kilomètres, qui est asphaltée aujourd'hui dans la ville de Moanda. Au-delà de ça, c'est tout le problème lié à la violation de certaines lois et de certaines règles. Notamment, ici, nous parlons par exemple du torchage, qui, selon la loi congolaise, le torchage a été, n'est-ce pas, interdit. Mais jusqu'aujourd'hui, à ciel ouvert, à Mwanda, dans certains villages comme Kinkazi ou carrément à côté de Kimwabi, on peut voir le torchage être fait à ciel ouvert et il y a des images qui ont même été présentées dans le GUD. Donc, il y a des violations de règles ou de lois du pays aussi qui sont observées. Et aussi, on peut noter, il y a un grand débat qui s'est fait aujourd'hui à Mwanda par rapport au renouvellement, n'est-ce pas, de l'avenant avec Perencorep, entre la RDC et Perencorep. Et à travers cela, il avait été promis, n'est-ce pas, de faire un retour de 10 millions de dollars pour pour le territoire de Mwanda, pour son développement. Mais jusqu'à aujourd'hui, la ville de Mwanda ne bénéficie pas de grandes choses. Même certaines actions sociales de Perenco sont plutôt ciblées et des fonds ne sont pas débloqués. Donc, la ville de Mwanda est aujourd'hui pour nous un cas d'école, une expérience qui nous a démontré que finalement, la mauvaise gouvernance des ressources naturelles ne peut pas aider le pays à se développer. Et Mwanda nous prouve également que la pollution ou carrément l'impact sur l'environnement, sur la santé est aussi très important. Parce que si vous arrivez, nous avons fait le terrain, vous arrivez dans des villages comme Kimwabi ou même Kinkazi, vous allez observer à l'œil nu que même certains arbres ne poussent plus. Il y a plus d'arbres qui poussent à Mwanda dans certains villages. Donc, ce sont des impacts qui sont observés et les GUD a essayé d'aborder ces aspects-là. Le cas du Nigeria également, qui est aujourd'hui le premier producteur, n'est-ce pas, des hydrocarbures. Le Nigeria également connaît beaucoup de problèmes. Et je parlais ici de la création d'emplois. Je peux aussi parler du Nigeria en termes, n'est-ce pas, des impacts sur la santé. Aujourd'hui, l'espérance de vie dans le delta du Niger est à 41 ans. Je pense que presque 16 ans de moins que dans toutes les autres villes du pays. Et les GUD a démontré comment est-ce que même il y a eu des témoignages de certaines communautés au niveau, n'est-ce pas, du Nigeria qui se sont plaints du fait que beaucoup de choses ont changé, l'agriculture ne peut plus fonctionner. Et puis voilà, donc il y a le cas du Nigeria qui aujourd'hui se présente comme premier producteur, mais aussi les GUD au-delà de tout. Les GUD a démontré comment est-ce que le Nigeria, qui a aujourd'hui la production du Nigeria est déjà en train de baisser à cause du fait que le pic a été déjà atteint il y a quelques années. Et donc, alors que je pense la même chose pour la RDC, où certainement avant le lancement d'un tel projet, il y avait des grandes promesses pour dire que voilà, le développement va arriver, nous vivrons le ciel sur la terre. Malheureusement, aujourd'hui, le Nigeria est en train d'aller petit à petit à épuiser ses ressources en hydrocarbures, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le Nigeria a atteint le niveau du développement tel que souhaité. Il est en train, n'est-ce pas, de chuter. Et donc, malheureusement, la situation économique n'a pas non plus beaucoup évolué, comme nous le savons. L'autre exemple, au-delà du Nigeria, c'est aussi l'exemple, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Nous avons parlé de l'État de Californie précisément. Pourquoi? Parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de coins où on peut réellement vivre les impacts de cette exploitation sur la santé des populations, sur l'environnement. Et donc, aujourd'hui, depuis, je pense, quelques années, il a été pris cette décision au niveau de l'État de Californie, selon laquelle, d'ici 2024 déjà, ils vont arrêter l'exploitation des hydrocarbures par la méthode des fissures hydrauliques. Et d'ici 2040,
ils vont arrêter complètement l'exploitation des hydrocarbures. Et la raison, c'est qu'ils veulent éviter davantage que la communauté ou les populations demeurent, continuent à vivre, n'est-ce pas, l'exploitation des hydrocarbures. Et c'est le cas pour plusieurs autres pays. Mais déjà pour les États-Unis, en Californie et bien dans d'autres États, on peut déjà voir comment est-ce que les populations souffrent avec des cancers, des maladies, beaucoup de maladies des peaux, des maladies surtout respiratoires qui sont, n'est-ce pas, évoquées le plus souvent. Donc, on évoque ces cas-là, justement. Pourquoi? Parce que nous voulons commencer cette exploitation pendant que le monde est en train de quitter ces domaines économiques. On espère qu'on prend les bonnes décisions, on fait le bon choix pour l'avenir de notre pays. Alors, au-delà, n'est-ce pas, de ces expériences, nous avons aussi essayé de mettre en avant-plan comme je le disais, les enjeux sur les appels d'offres. Les enjeux sur les appels d'offres, parce que vous le savez très bien que depuis juillet de l'année passée, cette annonce solennelle du gouvernement congolais était lancée pour l'exploitation de ces 27 blocs. Les appels étaient lancés, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on peut, je ne sais pas si vous êtes informés, on peut constater qu'il y a plusieurs fois des reports des dates pour les soumissions à cause du fait que beaucoup d'acteurs s'intéressent de moins en moins par la question. Les raisons peuvent être évoquées de façon générale. Déjà aujourd'hui, toutes les attentions du monde sont de plus en plus braquées sur les énergies renouvelables, sur les alternatives, sur des énergies qui nous aident justement à maintenir le cap ou carrément à réduire les émissions. Et donc, déjà, avec notre programme, il y a risque de se retrouver dans quelques années dans des actifs échoués, tels que nous pouvons les appeler sur le jargon économique, à cause du fait que beaucoup, déjà dans plusieurs pays, comme vous le savez, d'ici 2030, par exemple, on va voir en Occident plusieurs pays abandonner d'utiliser des véhicules avec essence ou mazout. Ils seront plutôt dans les véhicules électroniques ou électriques. Donc, déjà, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Déjà parce que lancer les appels d'offres aujourd'hui pour l'exploitation ne veut pas dire que tout de suite, on a exploité, on a le premier baril. Peut-être que ça pourra demander plus de 15 ans, plus de 10 ans. Et donc, il faut qu'on se projette dans 10 ans, que deviendra le monde par rapport à ces secteurs des hydrocarbures, que fera le monde concrètement par rapport aux autres alternatives qui sont en train d'être mises en avant-plan. Et donc, finalement, on s'est posé aussi dans l'aiguille de la question sur les bénéfices de la RDC. Dans les médias, le ministère des Hydrocarbures nous a parlé de plus de 200 000 milliards de dollars en termes de bénéfices pour l'exploitation des hydrocarbures. La question, c'est qu'on se base sur quelle étude pour, n'est-ce pas, affirmer le bénéfice à cette hauteur-là. Et aussi, on sait, comme on l'a dit dans le GUD, plusieurs expériences des pays ici en Afrique et ailleurs nous ont démontré que les bénéfices généralement de la production des hydrocarbures sont orientés beaucoup plus auprès de quelques individus parce que c'est un domaine ou c'est un secteur qui favorise beaucoup la corruption, qui favorise beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, la dette, etc. Et donc, le bénéfice théorique qu'on nous présente risque de ne pas être une réalité au moment où on pourra se lancer dans cette exploitation. Le GUD également essaie de relayer la voix des communautés. Il y a quelques mois, plusieurs organisations de la société civile avaient publié un rapport qui était basé sur des consultations qui étaient faites au niveau des communautés, plusieurs communautés dans le Grand Équateur, dans le Grand Katanga, au Congo central et autres, où il y a quand même quelques blocs importants. Et donc, les communautés ont pensé que développer ces blocs pétroliers risque justement de détruire leur vie parce qu'ils sont rattachés à leurs terres, ils sont rattachés à leurs ressources, ils vivent d'ailleurs dépendants de l'agriculture, de la pêche, alors que cela est incompatible à l'exploitation pétrolière. Donc, ils ont plutôt des craintes que de penser que cette exploitation pourra
n'est-ce pas, apporter bonheur tel que présenté. Et aussi, et surtout parce que quand on parle d'exploitation, ce ne sont pas forcément les communautés locales qui bénéficient des emplois et de tous les avantages. Par contre, ce sont des main-d'œuvre souvent qui viennent d'ailleurs, qui sont mises en avant-plan. Il y a plutôt aussi quelques risques de l'exploitation des hydrocarbures qui sont présentés dans le GUD, bien au-delà, n'est-ce pas, des alternatives qui sont aussi présentées, parce que nous estimons qu'au lieu de s'empresser d'aller dans cette exploitation des hydrocarbures, nous pensons qu'il y a aussi des alternatives plutôt crédibles que le gouvernement pourra saisir pour davantage renforcer son économie, et pas seulement de façon générale, mais cette économie qui est renforcée à partir du niveau le plus bas, du niveau local. Et donc, parmi ces alternatives que nous présentons dans ces GUD, c'est notamment les énergies renouvelables. La RDC Pays Solutions parce qu'elle a des ressources en eau, parce qu'elle a des ressources énergétiques. Et donc, aujourd'hui, le monde qui est en train d'aller vers les énergies renouvelables, la RDC a effectivement la solution par rapport aux énergies renouvelables, qu'ils soient en termes de minerais stratégiques ou encore en termes, n'est-ce pas, de l'hydrogène, parce que ce sont là les pôles qui sont le plus présentés sur le plan international. En termes d'hydrogène, la RDC est capable de produire beaucoup d'hydrogène pour desservir beaucoup de pays, mais aussi toutes les autres alternatives renouvelables. Nous l'avons toujours dit que même en termes de solaire, le plus faible potentiel énergétique solaire de la RDC dépasse le plus grand potentiel énergétique de l'Allemagne, alors qu'aujourd'hui, l'Allemagne dépend en grande partie des énergies solaires. Donc, ce sont là, ça fait partie des alternatives et nous estimons que la RDC comme pays solution a sur sa table une opportunité importante pour s'affirmer à travers le monde et, n'est-ce pas, aider le monde à quitter les énergies fossiles à cause de ces ressources. Nous avons parlé du tourisme, déjà simplement avec Virunga, le parc de Virunga, en termes du tourisme, nous pouvons noter qu'il y a quelques années, Virunga pouvait donner ou, n'est-ce pas, faire gagner le pays plus de 20 millions de dollars l'an en termes du tourisme. Et donc, ce sont des chiffres qui sont vérifiables dans les rapports annuels de Virunga. Et donc, c'est-à-dire si le pays capitalise ce domaine de tourisme, et cela peut se faire dans toutes les provinces, vous allez l'affirmer avec moi que presque toutes les provinces sont aujourd'hui capables de fournir des services liés au tourisme. C'est des ressources importantes, mais cela est incompatible forcément avec l'exploitation des hydrocarbures parce qu'une fois on se lance, ce sont ces sites-là qui seront certainement endommagés ou carrément qui seront mis au profit de l'exploitation des hydrocarbures. Autre alternative plutôt crédible, c'est aussi l'agriculture. On le disait tout à l'heure, avec l'exploitation pétrolière, l'agriculture ne peut pas, avec l'exploitation pétrolière, l'agriculture ne peut pas se développer. Mais rappelons-nous qu'il y a peu, nous étions premiers producteurs du pétrole, du café, nous produisions beaucoup de produits agricoles et donc ce potentiel n'est pas perdu, existe toujours. Le pays peut forcément aussi bien se positionner par rapport à cela. Et donc, si on se lance dans les hydrocarbures, il y a des opportunités au niveau de l'agriculture que nous pouvons aussi rater. Et donc, en termes de conclusion, comme vous pouvez le constater, ce GUD, c'est un outil assez important pour la sensibilisation des communautés locales, de l'élite congolaise, des autorités qui prennent de fois des décisions sans pour autant penser à toutes les dimensions du développement. On veut bien le développement et nous savons qu'aujourd'hui, parlant du développement durable, on fait allusion à 3 dimensions. Développement économique, développement social, développement environnemental. Et donc ici, on voit que beaucoup plus les décisions sont plutôt orientées sur le plan économique parce qu'on veut voir plus de 200 000 milliards de dollars, bien que théorique, mais on ne veut pas voir les autres impacts, surtout environnementaux et sociaux, que cette exploitation ou ce projet pourra apporter. Et donc, il faut équilibrer, il faut intégrer davantage au même titre d'égalité que les autres dimensions du développement, la dimension environnementale, et c'est très important parce que ça ne sert à rien
n'est-ce pas, de produire autant de ressources alors que l'espérance de vie des populations diminue, alors que cette population qui est censée bénéficier de ces ressources ne pourra plus vivre longtemps. Ça ne sert à rien, justement, de développer une ressource sur le plan économique alors qu'on va perdre nos terres parce qu'elles seront polluées, alors qu'on ne saura plus développer les autres alternatives. Voilà un peu, comme je le disais, c'est vraiment un outil important que nous devons davantage utiliser pour que les bonnes décisions soient prises et que aussi pour éclairer la population qui souvent n'est pas saisie ou n'est pas informée par tel ou tel autre aspect tel que développé au niveau du pays. Donc, je voudrais bien m'arrêter là. Désolé, mon micro s'était arrêté. Donc, je disais que, voilà, on va s'arrêter là. Donc, on aura 30 minutes de discussion. Et les 10 dernières minutes, on va écouter notre collègue Jérémy, qui, lui, va nous présenter la stratégie de communication sur la campagne des 3 mois qui sera lancée à partir de ce moment. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, on pourra ouvrir la séance de questions-réponses pour que cela nous aide justement à partager la même compréhension autour de ce document important. Merci. Alors, il y a Madame Salomé qui a demandé la parole. Pendant que tu vas prendre la parole pour peut-être 1 ou 2 minutes, on va aussi lire par la suite quelques commentaires dans le chat. Merci. Vraiment, félicitations pour les guides. Moi, je voulais juste poser une seule question. Est-ce que vous aviez fait ça en 4 langues nationales pour permettre aussi des autres, surtout les gens de la communauté, de mieux comprendre et voir ce ou bien si Alors, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que l'Internet avait dérangé un tout petit peu. Dans l'entretemps, s'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole, ils peuvent soulever la main comme l'a fait Madame Salomé. Sinon, l'étude sera justement traduit aussi en langue parce qu'il est prévu d'avoir des discussions directes avec certaines communautés. Et on est conscient que ce ne sont pas toutes les communautés qui parlent français ou qui comprennent français. Même celles qui parlent français, peut-être qu'elles comprennent les mieux les langues nationales. Donc, le guide, d'ici très peu, sera traduit en 4 langues nationales, comme aussi en anglais parce que ça vise les communautés de façon plus globale. Voilà. Je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole. Je signale aussi que dans la salle où nous sommes, il y a des journalistes qui sont aussi avec nous. Je ne sais pas si vous pensez qu'il y a des questions qui peuvent venir aussi de vous. Effectivement, oui. Une question. Parlez un peu plus fort. Oui, je suis, mais c'est bien fait, journaliste de 767.cd. J'ai une question tout d'abord. Vous avez parlé notamment de l'hydrogène comme alternative aux énergies fossiles. Si je me rappelle, dans un passé récent, vous avez organisé des réunions avec les journalistes, des ateliers, et vous avez beaucoup parlé du projet Grand Inga de FFI, Metesky Future Metal. C'est ça. Et pourtant, ce projet compte développer l'hydrogène vert. Mais vous êtes toujours opposé au projet Grand Inga. Mais aujourd'hui, vous venez encore proposer l'hydrogène comme l'alternative aux énergies fossiles. Est-ce que là n'est pas pour Corap, c'est pas vouloir une chose, au contraire? Comment vous pouvez combattre Grand Inga qui FFI avec l'hydrogène vert
et vous proposez encore le même hydrogène aujourd'hui comme solution aux énergies fossiles. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas en ligne si vous avez capté M. Bienfait, qui posait la question sur la position de Corap par rapport au projet Grand Inga ou au Grand Barrage, qui est proposé comme, n'est-ce pas, une solution à produire de l'hydrogène vert à travers Fortescue Future Industries. Encore une fois de plus, les discussions sont ouvertes. On a 30 minutes. Si vous avez besoin d'intervenir, de poser une question ou de faire, de présenter une réflexion, je pense qu'on est ouvert à prendre ces questions-là. Alors, la question sur l'hydrogène, posée par M. Bienfait. Effectivement, on a parlé de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est une énergie du futur également. Et au niveau européen, on peut le constater, tout le monde veut avoir de l'hydrogène. Aujourd'hui, le gouvernement allemand est en train de miser beaucoup de ressources pour la production de l'hydrogène. Et il y a justement plusieurs types d'hydrogène. Il y a de l'hydrogène vert, il y a de l'hydrogène gris, il y a plusieurs types d'hydrogène. Et parlant de Grand Inga, je pense qu'on l'a plusieurs fois dit et on va continuer à le dire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez lu le dernier communiqué de Corap qui était en réaction de la conférence que le chef de l'État congolais a tenue avec le chef de l'État sud-africain, Ramaphosa, récemment. La Corap s'est félicitée de voir que le chef de l'État a présenté le projet ou a parlé de ce projet-là en des termes qui sont exprimés ou, n'est-ce pas, plus ou moins dans le même sens que les préoccupations exprimées par Corap. C'est que le projet Grand Inga, c'est un grand projet qui aura beaucoup d'impact. Déjà économique, un projet qui a besoin de plus de 20 milliards de dollars. Selon Fortescue, il faut investir plus de 26 milliards de dollars. Et donc, si le montage financier n'est pas bon, si la gouvernance n'est pas bonne, ça a un impact négatif sur la population congolaise. Un projet qui pourra délocaliser plus de 40 000 personnes, 40 000 membres des communautés à Inga, dans les différents villages, jusqu'à Luozi. Tous ces villages qu'il y a avant Isangi là seront impactés. Mais il n'existe pas d'études d'impact environnemental jusqu'ici. Il n'existe pas, n'est-ce pas, des études ou carrément un plan de réinstallation qui soit proposé. Inga, en réalité, va produire au stade actuel tel que nous l'avons analysé et de plus en plus, nos préoccupations sont relayées au plus haut niveau. Inga 3, dans sa présentation actuelle, c'est un projet qui va amener beaucoup de problèmes à la population. L'hydrogène vert et une hydrogène vert, comment on peut considérer un projet étant vert alors qu'il détruit l'environnement, alors qu'il impacte négativement les communautés? C'est comme ça que nous avons dit, parler de Inga comme solution pour l'hydrogène vert, ce n'est pas vrai, parce que Inga lui-même n'est pas vert. Et plusieurs études aujourd'hui l'ont démontré que les grands barrages produisent aussi des émissions, fait émettre le CO2. Et Inga, dans sa configuration, pourra émettre beaucoup de CO2. Et donc, dans ce contexte-là, Inga lui-même n'est pas vert, selon nos analyses, selon nos réflexions. Et comment est-ce qu'un projet qui n'est pas vert peut produire de l'hydrogène verte? C'est ça, au fait, la grande question. Et raison pour laquelle nous disons que Inga ne peut pas nous amener vers là. Mais par contre, de l'hydrogène vert, on peut en produire par plusieurs solutions. La RDC, en dehors de Inga, a plusieurs autres potentiels qui peuvent aller justement à produire de l'hydrogène vert. Et donc, dans tout ça, on a besoin d'une bonne gouvernance, on a besoin d'une bonne vision du développement du pays qui pourra justement aider dans tous ces aspects-là à un développement durable. C'est ce que nous souhaitons. Peut-être, faute de temps, je ne pourrais pas m'étendre davantage, mais néanmoins, ce sont là les quelques éléments de réponse. Peut-être que mes collègues qui sont aussi en ligne, comme Apollinaire, Justin, pourront aussi, n'est-ce pas, apporter quelques précisions pour continuer des réflexions sur cela. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai une deuxième question. En ligne. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, dans les guides, vous avez cité 3 pays, la RDC notamment, le Nigeria et les États-Unis. C'est là où ça ne marche pas. Mais vous oubliez qu'il y a aussi des pays
qui exploitent le pétrole, mais les gens ne se plaignent pas, notamment la Norvège, le Qatar. Tout récemment, il y a 2 ou 3 jours, j'ai échangé avec le président de la commission de l'appel d'offres, M. Alain Toumba, M. Alain, il est conseiller juriste du ministre. Je lui pose la même question. Et il m'a répondu qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent qu'on peut exploiter même le pétrole, même en dessous des tourbières, sans toucher les tourbières. Et m'a cité l'exemple de la Norvège. La Norvège exploite aujourd'hui le pétrole dans la mer Noire. Qui se plaint aujourd'hui? Et pourtant, le plus grand fonds environnemental aujourd'hui au monde, c'est un fonds norvégien. Vous le savez tous. Alors, pourquoi ne pas laisser à la RDC la possibilité de s'inspirer des pays comme la Norvège et notamment donner à sa population les moyens de survie? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Peut-être avant de répondre à cette question-là, il y a une autre main en ligne. Allez-y, s'il vous plaît, madame. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à m'écouter. Oui. Madame, oui. Bon, moi, je soutiens ce que le confrère vient de dire, hein, parce qu'il y a aussi ce qu'on n'arrive pas à comprendre, Anne, qu'aujourd'hui, le monde cherche à aller dans vert, quoi, si je peux dire, vert, green. Alors, maintenant, pour eux, les Africains n'ont pas droit de faire l'exploitation du pétrole. Comme le confrère a dit, pourquoi pas ne pas aussi apprendre par rapport à ce que la Norvège est en train de faire et nous exploitons aussi ici, je suis tout à fait d'accord avec. Mais aussi dans notre contexte du pays aussi, tout ça là compte. Est-ce que le pays le fait pour nous, peuple, ou bien eux, ils le font pour eux-mêmes? Moi, je voudrais également parler, aller dans la même ligne que mes prédécesseurs. Je me rappelle, lorsque vous avez, vous, de la société civile, vous avez eu à dénoncer quelques années antérieures par rapport à l'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga. Vous avez eu à dénoncer, même si vous n'étiez pas là, je me rappelle, avec d'autres organisations de la société civile, les ministères des hydrocarbures est venu expliquer à la lanterne par rapport à l'exploitation qu'il comptait faire en fait à l'époque. Il voudrait faire l'exploitation par pipeline. Pourquoi pas aujourd'hui, vous de la société civile, que vous puissiez soutenir le gouvernement plutôt de développer l'exploitation dans ce sens-là avec la technologie qui est toujours s'ingérer contre l'exploitation pétrolière, étant donné que la population reste toujours pauvre, mais nous avons des ressources que nous pouvons exploiter et puis voilà faire de cette population quand même améliorer sa situation. Merci beaucoup, madame. Alors, il y a 2 mains en ligne. Je pense qu'on pourra revenir plus tard pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. On va commencer avec madame Clarisse, puis ensuite viendra monsieur Fiston. Madame Clarisse? On ne sait pas vous capter. On ne sait pas vous écouter, madame Clarisse. Votre micro est désactivé. Peut-être qu'elle a des problèmes d'Internet. Monsieur Fiston, vous pouvez avancer le temps qu'elle revienne. Monsieur Fiston, vous pouvez avancer. Oui, merci beaucoup de la parole accordée. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. C'est bien dit. Mais moi, j'avais la préoccupation. Ma préoccupation, elle est plus... je sais que aujourd'hui, on se bat plus environnement. Mais je pense que nous, les Africains, ne sommes pas les plus grands pollueurs au monde. Alors, pourquoi ne devrions-nous pas exploiter nos ressources pour notre bien-être? Certes, il faut penser aux autres et tout, c'est normal, mais je me dis, comment devrions-nous être
nous devions être plus conservateurs que ceux qui ont pollué. Moi, personnellement, je trouve que ce que nous devions faire, c'est d'exploiter nos ressources. Et voilà. Donc, ça, c'est mon opinion. Donc, nous ne devons pas seulement rester en train de dire conservons, 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 alors que nous ne sommes pas parmi les plus grands pollueurs qui sont là. Donc, je pense que ce qu'il faudra faire, c'est d'exploiter nos ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions en ligne ou ici dans la salle? Oui, il y a une question ou une contribution. Allez-y. Oui, au fait, ça se rallie à ce que mes prédécesseurs viennent de dire. Parce que jusque-là, nous ne comprenons pas l'intérêt exact et le bénéfice des communautés locales et peuples riverains et même des peuples autochtones. Bon, conserver, c'est bien. Mais qu'est-ce que ces communautés-là vont gagner? Parce que moi, à mon avis, je pense que comme nous ne sommes pas des principaux producteurs, il serait vraiment intéressant, à mon avis, que nous puissions exploiter, voire même le modèle de la Norvège, que nous puissions, n'est-ce pas, contribuer aussi au développement socio-économique de notre pays. Et une question, si on conserve. On a peut-être un peu de mal à vous capter. Est-ce que c'est où? Oui, il y a un autre participant qui a laissé son micro ouvert. Oui, je disais une autre question. Si on conservait, on les fait pour qui? Parce que nous avons énormément de forêts, énormément de ressources naturelles, mais nous allons conserver pour que nous puissions laisser l'avantage à qui d'autre pour exploiter, parce que ce sont nos ressources. Pourquoi ne pas les exploiter pour profiter, pour contribuer au développement socio-économique de nos communautés locales et peuples autochtones? Merci. Merci beaucoup, ingénieur, pour votre question. Je vois qu'il y a 3 mains. Les questions sont notées. Après, s'il y a des gens qui ont des commentaires sur ces questions-là, ils pourront le faire et nous allons réagir sur ça après. Alors, Trésor Pitama, est-ce que vous pouvez prendre parole? Puis ensuite, Maître Eric et puis Julien Iwe. Le son est désactivé, Trésor. Vous pouvez activer le son. Activez le son, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas activé votre son. Vous pouvez activer le son, comme ça. D'accord, c'est bon. Ok, vous m'entendez, n'est-ce pas? On peut vous capter maintenant. Ok, merci beaucoup. Vous avez parlé du développement durable. Là, c'est OK. Moi, je vous encourage, hein, de finaliser. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, vous avez parlé du développement durable. Je crois que c'est un élément qui est la fusion des 3 choses, l'économie, le social et ce qu'est l'environnement. Alors, le social est le point du départ et le point d'arrivée, bien sûr. Alors, lorsque vous dites que nous mettons l'accent sur l'économie et à compromettant le social et l'environnement, bien sûr, pendant que nous sommes une population qui souffre, Dieu nous a donné beaucoup de ressources que nous devons exploiter pour survivre. Alors, s'il faut tenir toujours compte des méfaits de l'exploitation de ces ressources-là pour ne pas compromettre le social et l'environnement. Alors, il faut rester toujours comme ça, continuer à souffrir jusqu'à quand? Vaut mieux exploiter, mais en prenant d'autres précautions. Le cas de notre ami qui vient de soulever l'exemple de Norvège et autres pays, il faudrait chercher comment prendre les mesures privatives et exploiter nos ressources pour que ça puisse bénéficier à nous-mêmes qui sommes les autochtones, puisque ce sont des ressources que Dieu nous a données, quand même, il faudrait en profiter. Merci beaucoup.
OK, merci beaucoup. Donc, développement durable, on conserve pour qui? Les populations souffrent, il faut qu'on exploite nos ressources. Merci pour votre intervention. J'avais promis la parole à Maître Eric Kassongo, Julien Iweye. Ensuite viendra à Apollinaire, Alphonse et Justin. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour la présentation. Merci aussi à la CORAP pour le grand travail abattu. Ça montre vraiment beaucoup d'efforts fournis. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Comme ça, on va bien vous capter. Oui, je parle avec ma voix. Hein. Oui, oui. Ça va maintenant? Un peu mieux, oui. Oui, je disais que félicitations pour le travail abattu pour adresser cette question d'actualité. Donc, c'est vraiment une très bonne initiative qu'il faut encourager dans le sens de mettre la lumière sur ce qui peut y avoir comme impact négatif de beaucoup de projets qui sont développés. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais je ne vais pas tout dévoiler ici. J'aimerais simplement savoir, puisque c'est un guide qui est adressé aux communautés, j'ai parcouru comme ça en survolant un peu le document qui a certainement mis en lumière beaucoup de défis auxquels les communautés sont confrontées, mais je n'ai pas senti un vrai rapprochement, une vraie description dans le contexte de la RDC de ceux qui sont potentiellement considérés comme communautés qui seront affectées dans la chose. Je sais que vous avez mentionné l'exemple de Perenco et de la communauté de Perenco, mais maintenant, avec le contexte de 27 blocs pétroliers et les niveaux ou les lieux de localisation de ces blocs pétroliers, ça aurait été aussi important, peut-être que ça a été fait, mais si ce n'a pas été fait, ça aurait été aussi important de faire un effort de décrire un peu les communautés qui sont effectivement susceptibles d'être impactées par les blocs pétroliers qui sont en cours d'attribution. Donc, et permettre à ce qu'on puisse les identifier vraiment correctement et voir clairement qu'est-ce qu'ils encourent comme danger réel. Encore une fois, je répète, peut-être que ça a été adressé. Si je ne l'ai pas mentionné, autant pour moi. Mais un effort serait que aussi on puisse voir et mieux connaître ces communautés-là qui sont susceptibles d'être impactées. Merci. Merci beaucoup, Maître Eric. Et donc, j'avais promis par la suite la parole à… Votre question est notée hein, sur le lien autour du contexte entre la RDC, donc les communautés qui probablement qui seront impactées par le 27 bloc. On va y revenir. Et donc, Monsieur Julien Iweye. Oui, merci, merci Emmanuel de m'avoir accordé la parole. Alors moi, je voulais peut-être donner un avis contraire à 3-4 intervenants qui ont parlé, en fait, ce qui appuie vraiment l'exploitation du pétrole. Comme on le sait bien, la RDC, en fait, ce n'est pas le pétrole, n'est pas la première ressource que la RDC va commencer à exploiter. Nous avons plusieurs ressources que la RDC a exploitées. Nous avons la forêt, donc l'exploitation forestière. Il y a aussi l'exploitation minière. Alors, nous connaissons vraiment ces problèmes de distribution équitable des ressources entre le gouvernement et la communauté. Est-ce que les amis ne peuvent pas réfléchir dans le sens de cette question de distribution équitable si aujourd'hui on se lance à l'exploitation du pétrole sans peut-être parler des impacts qui peuvent venir? Est-ce que la communauté sera le vrai bénéficiaire de cette exploitation pétrolière? Parce que je me pose la question déjà par rapport aux ressources que nous avons et qui sont déjà exploitées. Et nous avons ces problèmes-là de bénéficier réellement de ça. Est-ce que les amis ne peuvent pas penser à ça? Merci pour cette petite contribution. Merci beaucoup, cher Julien. Alors, j'avais promis la parole à Justin. Alphonse, j'ai vu qu'il a baissé la main. C'était plutôt Alphonse, Justin. Après, on prendra Danis, Monsieur Dani.
Roukan et puis Patient qui suivra. Alphonse, tu avais demandé la parole. Alphonse, Justin, Apollinaire, Dani et Patient. Voilà, bonjour à tous, bon après-midi. Merci beaucoup Emmanuel pour une belle présentation. Moi, je suis Alphonse Condé, je suis dans la province du Congo central, dans le territoire de Mwanda, qui, jusqu'à preuve du contraire, reste l'unique territoire en exploitation des hydrocarbures. Je parle de par l'expérience en ce qui concerne d'abord les crises récurrentes qui battent son plein dans les milliers d'exploitations pétrolières. Mais moi, ma question serait celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la société civile travaille d'abord sur la question de la gouvernance du secteur? Si je le dis, pourquoi? Parce que nous sommes à Mwanda. Tu l'as évoqué dans ton exposé qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et même les constructions, ce sont les constructions anarchiques qui priment. Et donc, pour nous, en tant que cobayes, communauté cobaye pour l'exploitation pétrolière, on s'est dit, est-ce qu'à travers notre réalité, la société civile ne pouvait pas d'abord travailler sur la gouvernance, revoir la législation des hydrocarbures pour que réellement cette distribution des richesses soit équitablement, revoir même la question de la loi pour établir les intérêts et de la province et de la communauté impactée éventuellement avec les entités territoriales décentralisées concernées. Parce qu'on s'est dit, il y a certaines contraintes. D'abord, déjà, la loi n'est pas contraignante. La société qui exploite maintenant, elle ne tient même pas compte de la loi. Il s'est dit être régi par les conventions signées depuis 1969. La notion du contenu local n'est pas prise en compte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la société civile revoie d'abord les dispositions de la loi, l'adapter dans le contexte où les communautés, sinon les gouvernements, pouvaient bénéficier de ces ressources à travers cette exploitation pétrolière et ensuite voir comment est-ce qu'on peut adapter notre manière d'exploiter. Il n'est pas parler vraiment de rationaliser, mais l'adapter de notre manière parce que nous avons aussi plusieurs ressources en dehors des hydrocarbures. Voilà un peu la première question que j'avais par rapport à ton exposé, Manuel. Merci. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous écouter et surtout vous écouter parler de Mwanda. Vous qui vivez à Mwanda, vous connaissez les réalités qui se passent là-bas. Et je pense que beaucoup de questions ont été posées. Vous êtes la réponse justement de certaines questions. Alors, j'avais promis la parole à Justin Mobomi, Apollinaire, viendra Dani, puis Patient. Je ne sais pas Justin s'il est toujours en ligne. J'ai vu que sa main est baissée. Sinon, Apollinaire pourra prendre la parole. Allez-y, Apollinaire. Bonjour à tout le monde. J'espère que Justin me permet de parler. Bon, je salue tout le monde. Je peux parler donc. Je salue tout le monde, mais j'invite tout le monde à réfléchir sur une question. Et nous avons vu à l'école primaire qu'il y a un lien entre la forêt et la pluie et les cours d'eau. Il y a un lien entre la forêt, les cours d'eau avec la pluie. Bon, imaginez-vous qu'on va mettre les blocs pétroliers même dans les forêts. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, cette forêt va être touchée écologiquement. Je vous informe que les études des centres et des recherches... Pardon? Non, je vous informe que les études des centres de recherche et des forêts, c'est un bureau français qui travaille avec les amis de Yangambi. Ils ont noté 0,32% des parties de forêt qui disparaissent en République démocratique du Congo. 0,32%.
Et c'est ce qui est équivalent de 600 quelques kilomètres carrés de forêt. Et donc, quand vous mettez encore les puits pétroliers dans cette forêt-là, certainement que la forêt va disparaître de plus en plus. Et quand la forêt va disparaître de plus en plus, il y aura un impact sur la précipitation dans la zone du bassin du Congo. Et l'étude de 2015 de PNUD RDC démontre que la baisse des précipitations va toucher pratiquement la grande partie du bassin du Congo. Or, nous avons plus de 60% du bassin du Congo. Et donc, nous avons tout intérêt d'éviter tout projet susceptible de contribuer à l'émission des gaz à effet de serre. Les cas des grands barrages, qui est une menace cachée, parce que les grands barrages ont des effets écologiques aussi graves en amont tout comme en aval. Donc, vous comprendrez que le pétrole tel qu'il est, c'est une économie non viable. Les amis disent que ne pensez-vous pas qu'il faut travailler d'abord sur la gouvernance du secteur et puis nous verrons l'autre chose après parce que nous devons nous développer. Oui, mais le développement durable veut aussi dire qu'aujourd'hui et demain, donc vous allez poser des actes pour que le développement soit réel aujourd'hui et que le développement soit aussi pratique demain. C'est-à-dire ne pas endommager les générations futures. Or, le pétrole qui tombe sur la terre fera beaucoup d'années, cette terre va se dégrader durant beaucoup d'années et ne rien produire. Qu'est-ce que nous allons choisir? Nous allons choisir quelque chose pour vivre aujourd'hui, pour gagner peut-être d'ici 5 ans, et que quand nous ne serons pas là, nos enfants, tout comme nos petits-enfants, n'auront rien. Et c'est un peu ça, l'économie du combustible. L'économie du combustible, c'est une économie qui n'est pas viable dans la durée. Partout où on est à Mwanda, partout où le pétrole est passé, il y a des conséquences écologiques. Vous constatez que cocotier et zobotasu subiente, c'est une conséquence écologique. Et ce que cocotier est koufi, alors que cocotier est ça à 20 ans, donc ceux qui viendront après 5 ans ou après 10 ans ne mangeront pas ces cocotiers. Ils doivent chercher quelque chose, ils doivent chercher une terre favorable où ils doivent planter. C'est à nous, Congolais, de voir. Oui, les autres se sont développés pour ça, mais est-ce que nous sommes obligés de suivre cette trajectoire ou nous pouvons changer? Voilà, au fait, le changement de paradigme face au contexte de transition énergétique et de changement climatique. Je voudrais terminer pour vous dire ceci. Que le fleuve Nil a perdu 20% de son débit et que la rivière Ubangi, qui était navigable à 322 jours, il est maintenant à 167 jours de navigation et que le fleuve Congo a perdu 30% de son débit. Et donc, si vous mettez les puits pétroliers partout en République démocratique du Congo, vous allez fortement entamer la forêt du bassin du Congo et nous allons perdre davantage le débit de nos fleuves et le débit de nos cours d'eau. Or, les fleuves, nos cours d'eau, notre forêt, c'est une ressource nécessaire pour notre vie aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup, M. Apollinaire. Je pense que on a encore peut-être une quinzaine de minutes, mais on va mieux exploiter ce temps-là. Merci pour votre contribution très importante avec, voilà, n'est-ce pas, quelques évidences que vous venez de mettre sur la table et qui doit pousser davantage les acteurs à réfléchir sur l'avenir, parce que ce ne sont pas que les ressources. Et les ressources sont produites parce que, les ressources financières, bien évidemment, sont produites parce qu'on a des ressources naturelles qui nous aident à faire tourner notre économie. Mais si on détruisait ces ressources naturelles, qu'est-ce qui arrive demain? Merci pour votre contribution. Rapidement, Justin, viendra Dany, Patient et puis Germain, comme on l'avait bien programmé. Allez-y, cher Justin, 1 ou 2 minutes.
Allô, est-ce qu'on m'écoute là? On peut bien vous écouter. Merci beaucoup. J'ai en tout cas appris l'intervention de notre ami Conde et Apollinaire. Je pense qu'ils m'ont arraché tout ce que j'avais comme argument pour présenter, pour intervenir. J'ai beaucoup aimé les témoignages de Conde qui habite le Moine. J'ai suivi la question des journalistes, j'ai suivi l'autre question pour qui nous conseille de choisir le mode d'exploitation de la Norvège. Mais tout le problème pour la RDC est que ce ne sont pas des choses que nous voulons. Nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà dedans. Et quand nous sommes dedans, vous dites oui, ça viendra pour nous développer, pour apporter le bien-être de la population. Suivez les propos de notre ami Conde. Tout ça, ça ne se vérifie pas déjà dans ce qui est, dans ce que nous avons comme exploitation à Moine. Alors, essayez d'y aller sans vraiment voir si ça va nous profiter ou pas. Je crois que ça ne sera pas heureux pour nous. C'est pourquoi je dis que après l'intervention de M. Conde et de mon ami Apollinaire, je ne vois pas ce que je veux ajouter parce qu'ils ont été, d'abord l'intervention de M. Conde a été pratique. Lui, il est à Moine. Nous voulons exploiter pour le développement, pour le bien-être et tout ça. Est-ce que tout ceci se vérifie à Moine? Nous avons un problème de gouvernance, terrible de gouvernance. Tu vois, on présente même depuis aujourd'hui, on va avoir 200 000 milliards. Qui a fait une étude pour montrer que tout ce qu'on dit là-bas est vrai? C'est toujours comme ça, on nous amène des chiffres chimériques. Nous entrons dedans avec notre gouvernance complètement malade. Après, ce sont des populations qui vont souffrir, non seulement les populations de cette génération, mais aussi des générations futures. Alors, avons-nous besoin de nous engager dans telles exploitations, sachant très bien que les exemples de ce genre d'exploitation que nous avons déjà sur place ne donnent rien. Vous n'allez pas comparer la RDC à la Norvège. Vous n'allez pas comparer la RDC à la Norvège. Le chef de l'État disait dans sa dernière interview ici que son seul échec, c'était la justice. Dans un pays où la justice ne fonctionne pas, vous allez vous engager dans des investissements de telle envergure. Vous pensez que vous pouvez tirer quelque chose de ça. Moi, je ne pense pas. Okay. Par ailleurs, regardez un peu là où se localisent ces blocs pétroliers et vous verrez qu'il y en a même qui vont nécessiter que les populations puissent être déplacées. Est-ce qu'on a étudié tout ça pour nous dire pour ça c'est valable et pour l'autre ce n'est pas valable? Voilà un peu de mon intervention pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, cher Justin. Merci pour votre intervention également. Je pense que tous, on essaie de comprendre que le débat est très important. Il y a justement toutes ces interventions qui se font par nos collègues, mais aussi des autres qui essaient de poster des commentaires ou des questions dans le chat. On va essayer de lire, par exemple, la question de Maître Blaise, la question de notre ami Isaac Mumbere, la question de JR. On va y revenir. Mais j'avais promis avant tout la parole à M. Dani Wokan. Est-ce que vous pouvez prendre parole? Merci, hein? Merci Emmanuel. Bon, je voudrais féliciter votre organisation pour la publication de ce document. Il est très bien. J'aime plutôt l'aspect que vous présentez, hein, les informations contextuelles sur les énergies renouvelables. Hein, vraiment de bonnes informations contextuelles et les débats actuels au niveau global. Mais je voulais plutôt rentrer un peu dans le contenu du guide, parce que lorsque j'ai vu les objectifs du guide, c'était pour un peu encourager le contrôle, hein, le contrôle de l'action publique, à travers notamment l'engagement avec les communautés, la participation, mais je n'ai pas senti cela dans le document. Est-ce que cela, c'est une option des auteurs? Je ne sais pas.
Après avoir lu les guides, j'ai l'impression que c'est un rapport d'analyse. C'est un rapport d'analyse. Je ne vois pas vraiment beaucoup d'aspects du guide à l'attention des communautés. J'aurais souhaité que les guides soulèvent les questions sur ce que les communautés doivent connaître des hydrocarbures dans des concepts assez dans leur langage. J'aurais souhaité que les guides soulèvent les questions de qui sont les détenteurs de droits, quels sont leurs droits et comment ils doivent les défendre. Toutes les questions que nos collègues ont soulevées, c'est vrai. Quelqu'un qui vit dans une forêt classée, mais subitement, il y a un bloc pétrolier qui est institué. Voilà. Quels sont ses droits? Comment est-ce qu'il doit les défendre? J'aurais souhaité que les guides soulèvent de tels cas. Qui a les obligations et quels devoirs doit-il mettre en œuvre pour que les droits des communautés soient respectés? Tu vois, comment est-ce que les communautés doivent s'engager pour faire respecter leurs droits, pour défendre leurs droits et demander plus d'engagement auprès des autorités qui ont des devoirs. Et aussi, donc, comment est-ce que les communautés peuvent-elles bénéficier des opportunités des hydrocarbures? Bon, j'ai compris que le grand débat aujourd'hui, c'est de mettre la croix aux hydrocarbures, mais on les a encore. Comment faire profiter les communautés de la présence de ces hydrocarbures-là? Donc, c'est un peu des petites questions. Bon, je me demandais, est-ce que c'est l'option des auteurs pour plus parler des informations contextuelles au niveau global, présenter le nouveau débat, vraiment le débat actuel, plutôt que vraiment des actions qui guident les communautés à mieux comprendre le secteur et comment s'y engager pour faire valoir leurs droits. Voilà. Merci. Non, mais merci beaucoup, cher Dany, pour votre contribution assez importante. Je pense que j'aurai quelques minutes pour revenir sur ça. Peut-être qu'on va prendre les deux dernières interventions avant que l'on ne passe à la prochaine étape de notre programme. Alors, il y avait Germain Kikandi, puis on va finir avec Germain Mbadou. Peut-être une minute ou deux avec Germain Kikandi. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je commence d'abord par saluer le travail effectué par FORAP par rapport à ces guides qui constituent un outil très important pour faire comprendre aux communautés cette question des hydrocarbures. Alors, je voudrais d'abord commencer ma réflexion par trois aspects liés à cette problématique des hydrocarbures. D'abord, nous devons réfléchir en termes des avantages que cette exploitation peut apporter. Est-ce que ces avantages en vaut la peine, mais aussi les conséquences que l'exploitation peut également apporter, mais aussi les mesurer par rapport aux avantages. Est-ce que les conséquences ne sont pas pesantes par rapport aux avantages? Et là, j'évoquerai la question déjà de l'expérience de Moanda avec Perenco. Nous devons nous interroger sur ce qui s'est passé là-bas, toutes ces années d'exploitation là-bas. Qu'est-ce que le pays a bénéficié? Les communautés en souffrent. Est-ce que l'État congolais a déjà fait quelque chose, mais fisqué d'abord pour ces communautés-là qui souffrent? Alors, et là, je m'interroge, si l'État congolais n'a pas pu faire quelque chose ou jusque-là pour les communautés de Moanda, est-ce qu'il sera capable de contenir les conséquences qui pourront intervenir après l'exploitation ou lors de l'exploitation de tous les 27 blocs? Alors, troisième aspect, c'est alternative. Est-ce que nous ne pouvons pas voir
quel autre moyen, puisque les amis ont soulevé la question des moyens pour le développement du pays. Est-ce qu'à part le pétrole, il n'y a pas d'autres moyens, d'autres alternatives telles que soulevées dans les guides qui peuvent permettre à l'État congolais d'avoir des moyens de développer le pays? Alors, une autre question à laquelle j'aimerais que les amis réfléchissent ou que nous puissions réfléchir tous ensemble, c'est est-ce qu'il faut-il sacrifier les ressources non renouvelables qui sont nos forêts, aux rivières et consorts, ou des ressources qui sont non renouvelables? Nous avons les forêts qui sont des ressources renouvelables. Nous avons des rivières qui peuvent nous permettre d'avoir des moyens pour le développement. Mais le pétrole, c'est une ressource non renouvelable. Aujourd'hui, on peut exploiter. Il y aura les conséquences qui vont toucher nos ressources renouvelables et nous allons les perdre car le pétrole va finir. Nous n'aurons absolument rien. Alors, j'aimerais que nous puissions en tout cas réfléchir dans ce sens. Et pour finir, j'aimerais que nous réfléchissions dans le sens de la capacité de notre gouvernance. Est-ce que, pour nous comparer à la Norvège, nous sommes vraiment capables d'imposer notre volonté par rapport à nos ressources? Si aujourd'hui, seulement avec le lancement des 27 blocs pétroliers, nous constatons un problème institutionnel avec le ministère des Hydrocarbures qui n'est pas bien représenté dans les provinces pour contrôler au moins ce qui se passe par rapport aux entreprises qui pourront souscrire et ce qu'elles vont faire là-bas. Vous pensez vraiment que nous pouvons nous comparer à la Norvège et nous dire que non, nous pouvons utiliser les mêmes méthodes que la Norvège et exploiter nos ressources? C'est en tout cas en ces termes-là que je voulais intervenir et si En tout cas, cette réflexion-là. merci beaucoup, cher Germain. Merci pour votre intervention. Ce sont là aussi des questions importantes. Voilà, c'est quoi les avantages, c'est quoi les désavantages, qu'est-ce qu'il y a plus que l'autre? Est-ce qu'on a des exemples qu'on peut voir? Quelles sont les alternatives, mais aussi la question de la gouvernance, on est revenu plusieurs fois sur ça. J'avais promis la parole à Patient aussi, mais malheureusement, je ne vois plus sa main. Mais je pense que, Patient, tu es là? Si tu es là, tu peux rapidement prendre parole. Tu as peut-être aussi quelques minutes. Et puis, on va chuter avec Germain, à qui j'avais promis la dernière parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Je salue tout le monde. Surtout, félicitations encore pour ce travail aussi bien fait et bien réfléchi, qui met un peu le base de toute la discussion autour des hydrocarbures, surtout au niveau communautaire. Je crois que après avoir entendu Dany, après avoir entendu Germain et bien d'autres avant, ce sont de belles questions comme ça que l'on se pose. Et je n'aimerais pas qu'on ait en tête que ces organisations de la société civile refusent à la RDC d'exploiter ces ressources, comme j'ai entendu un peu avant. C'est pas ça notre travail, c'est pas notre mission, mais seulement nous avons le droit, en tant que Congolais, en tant que société civile, de réfléchir aussi sur le bien-être, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de nos concitoyens. Et donc, il est important de réfléchir, d'avoir des discussions comme ça, qui permettent au moins d'éclairer les autorités qui prennent des décisions sur les vies des gens et que ces décisions-là soient pour le bien-être de nous, la population congolaise. Et je crois que toutes ces bonnes questions viennent poser un peu les bases et j'ai aimé un peu la façon de dire de Germain et de Dany. Il faut qu'on évite de parler de la RDC comme si la RDC n'exploite pas du pétrole. Nous exploitons du pétrole, ça fait des décennies et nous avons des exemples. Et donc, c'est pas le 27 blocs pétroliers qui vont faire de la RDC le premier pays producteur. Nous exploitons déjà et nous sommes conscients de ce que Mwanda représente actuellement en termes de
de conséquences de cette exploitation vis-à-vis un peu de ce que Germain a dit, des avantages que l'on peut en tirer. Et vous allez comprendre qu'il y a moins d'avantages et plus de problèmes que cette exploitation est en train de poser. Mais je crois que l'aspect communautaire revient à plusieurs reprises et c'est pourquoi nous avons, je crois que Maître Eric en a posé comme question, nous avons visité plusieurs communautés. Je crois que dans beaucoup de nos rapports, vous pouvez lire beaucoup de communautés et très récemment, je salue Bienvenue qui a participé avec nous à la dernière mission au bloc 4 et bloc 4B dans la province de la Chopo, de la Chuapa. Et donc, on a dû parler avec les communautés, on leur a expliqué et l'essentiel n'est pas seulement de leur dire que le pétrole est mauvais. Il faut dire aux gens que le pétrole amène de l'argent, comme dans tous les autres pays, mais il faut aussi leur dire ce qui peut venir après l'exploitation du pétrole et comment est-ce que ces gens peuvent faire face à cela. Parce que dans beaucoup de villages, les gens disaient toujours voilà, si c'est l'État qui prend cette décision-là, qu'est-ce que nous, on doit faire? Et je crois que dans ce que Germain a dit, le guide devra aussi insister sur le droit des jouissances que ces communautés locales ont aussi sur leur terre et de comment ils doivent leur faire valoir par rapport au contexte congolais et aux lois même qui régissent le secteur des hydrocarbures dans notre pays. Donc, je dois remercier tout le monde et surtout demander à ce que, je ne sais pas si vous aurez à demander aux gens, aux participants qui pensent qu'il y a des aspects à ajouter ou à améliorer, qui peuvent permettre d'améliorer le guide. Peut-être qu'il faudrait encore donner un peu de temps, comme ça, on aura au moins un document qui pourra refléter tous ces aspects pris en compte lors de cette réunion. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Patient, pour ton apport aussi considérable dans ce débat-là. Pour clôturer avec cette séance d'échange, on va écouter Germain Mbadou, qui a aussi 1 minute ou 2 au maximum. Et cela nous permettra de clôturer cette étape d'échange pour conclure avec la suivante étape. Alors, Germain, s'il te plaît, rapidement, tu peux dire un mot ou carrément parler. Germain Mbadou. Merci beaucoup pour la parole, Emmanuel. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Emmanuel, pour la parole. Et félicitations pour le travail fait. En fait, mon intervention a été plus vidée par Dani. Parce que lorsque je vois l'intitulé, j'ai parcouru la semaine passée le travail. Félicitations par rapport à ça. Mais je me limite par rapport au contenu, à l'intitulé guide. Moi, j'aurais aimé, ce que je n'ai pas pu retrouver dans les guides, peut-être par inadvertance. Je voulais vous dire qu'on démontre un peu un certain nombre de principes qui doivent guider ou qui doivent conduire les communautés dans les contextes d'exploitation pétrolière, là. C'est-à-dire, comme ce que disait un peu Dani, être à mesure de démontrer quels sont les droits dans ces contextes-là dont disposent les communautés et comment vraiment les faire valoir. C'est-à-dire qu'ils savent qu'à chaque instant, voilà comment, par exemple, ils devraient se tenir. C'est vrai, les contextes tels que de Moanda, d'autres pays que vous aviez évoqués là, c'est bon, c'est en guise de partage d'expérience, mais est-ce que dans la finalisation du travail, ou peut-être que vous pouvez ajouter comment les communautés doivent se comporter, doivent se tenir en revendiquant leurs droits? Ça, c'est une des choses très importantes. Lorsqu'ils sachent quels sont leurs droits sur les plans fonciers, sur quoi. Parce que lorsque, par exemple, vous vivez dans une forêt classée, les droits des jouissances de ces communautés-là sont tellement stricts par rapport à la loi de 2002, il serait aussi important qu'ils s'en comprennent par rapport à ça. D'une part. D'autre part, plusieurs personnes ont aussi évoqué la question de gouvernance. Est-ce que vous pensez à ce stade actuel, si Emmanuel devenait président de la République,
et que, de par son sens de bien vouloir faire pour le pays, les problèmes de gouvernance ne se posent plus. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait aussi revenir pour dire que, bon, écoutez, exploitons maintenant nos ressources pétrolières, parce que maintenant, la gouvernance est au top et il ne se pose plus de problème. Parce que les pays du Golfe se sont développés avec ces pétroles-là. C'est vrai, lorsque Papa Apollinaire parle de ce qu'il a parlé là, lorsque les pétroles qui se jettent sur la terre, vous n'aurez plus de cocotiers, c'est bon. Mais est-ce que maintenant, si les problèmes de gouvernance ne se posent plus et que les retombées de ces exploitations-là se font ressentir dans les chefs de communauté, est-ce qu'on peut être en mesure de soutenir une initiative d'exploitation responsable de ces ressources-là? Voilà un peu ce que moi j'avais à dire. Question d'éclaircir la manière de se comporter des communautés dans ce genre de contexte-là d'exploitation pétrolière, qu'elles comprennent ce qui sont leurs droits et comment le défendre, qu'elles comprennent ce qui sont leurs obligations. Ce sera aussi quelque chose de bon là, parce qu'en termes de guide, c'est une manière de les amener vers une direction pour savoir comment affronter ce qui leur arrive. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. En tout cas, grand merci à tout le monde pour voilà, toutes les questions, toutes les interventions, que ce soit dans la salle ou en ligne. On peut constater tous que voilà, le sujet est très intéressant. Le débat est ouvert et ce que j'ai noté de toutes les interventions, en commençant par notre intervention, c'est que personne n'est radical de ce que l'on veut, n'est-ce pas, du développement de notre pays. Mais, par exemple, en ce qui nous concerne, nous sommes plutôt restés sur des principes, sur les engagements et sur surtout l'intérêt à préserver notre planète, notre pays, de tout le problème, n'est-ce pas, climatique, de tous les problèmes sociaux, même de tous les problèmes économiques. Parce que déjà, ce n'est pas la première fois que le pays se lance dans des projets à grande échelle, mais tous nous connaissons par le passé les conséquences sur le plan économique. On a eu des grandes dettes que le pays n'a pas pu forcément gérer, et ça a eu des sérieux impacts sur le social et sur d'autres aspects que nous connaissons. Et donc, pour nous, il est très important justement de voir que le pays prend des décisions vraiment de façon responsable, prend en considération tous les paramètres pour que cela n'ait pas, en tout cas, c'est vrai, on est tous d'accord qu'il n'y a pas de projet à zéro impact sur base de toutes ces trois dimensions, mais au moins, l'effort à fournir, c'est celui de minimiser au maximum les impacts. Par contre, beaucoup de décisions qui sont prises dans notre pays nous amènent justement à la fin à des conséquences qui sont plutôt énormes, et ça, c'est déplorable. On ne peut pas continuer à vivre ces mêmes situations alors que la population aujourd'hui est très éveillée, on a des grands intellectuels, on a des gens qui réfléchissent, ce qui n'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les contributions. D'une part, sur les sujets autour des impacts et d'autre part, sur même l'amélioration du contenu du guide, où il a été observé que, par exemple, les dimensions qui abordent les questions liées aux droits n'ont pas beaucoup été développées dans les guides. D'une part, c'est aussi à cause du fait que la CORAP sur cette question ne travaille pas seule. La CORAP travaille en partenariat avec plusieurs autres acteurs, plusieurs autres organisations qui chacune essaye, n'est-ce pas, d'apporter sa contribution. Je voudrais ici, par exemple, parler d'une étude qui est en cours d'élaboration, qui est faite autour de plusieurs organisations, APEM, Greenpeace, Rainforest et plusieurs organisations congolaises, CORAP, CDC Ituri, où on est en train de voir, n'est-ce pas, on est en train de faire une analyse juridique autour de ces blocs pétroliers, comme aussi il y a une organisation dans le Nord Kivu, au nom des ACDH, qui est aussi en train de développer un document bien spécifique sur le droit des communautés, sur le droit à la terre. Et donc, CORAP ne peut pas prendre tous les aspects alors qu'il est aux côtés des autres experts, d'ailleurs d'autres organisations qui se sont spécialisées sur tel ou tel autre aspect. Mais nous notons que les propositions que vous avez faites vont nous pousser justement à voir comment est-ce qu'on améliore davantage ces guides, qui est déjà un premier outil qui sera utilisé sur terrain, mais avec le temps, il sera complété et enrichi sur base de toutes ces questions. Très rapidement, je ne vais pas revenir sur toutes les questions parce que plusieurs interventions ont répondu plus ou moins
à ces différentes questions-là. Mais je voudrais beaucoup plus épingler certaines réponses, notamment en ce qui concerne, n'est-ce pas, le cas de la Norvège qui a été évoqué, le cas du Qatar. Mais écoute, chaque pays, justement, a sa stratégie. Vous allez vous rendre compte que le cas du Qatar, par exemple, il ne communique pas forcément sur ce qu'ils ont comme impact. Peut-être qu'il met en avant-plan le côté positif, mais il faut noter qu'aujourd'hui, même les États-Unis ont affirmé qu'il n'y a pas de technologie forcément qui peut l'aider à produire les hydrocarbures sans qu'il y ait des impacts. C'est même la raison pour laquelle, dans le GUD, quand on parle de l'État de Californie, c'est même la raison pour laquelle ils ont pris l'engagement de suspendre d'ici ou d'arrêter d'ici 2024 et d'ici 2040 l'exploitation des hydrocarbures. Parce que ce sont là les grandes puissances, ce sont là les grandes nations qui ont même la technologie la plus évoluée autour de ces questions de l'exploitation des hydrocarbures, mais qui s'avouent être impactés dans ce sens qu'ils n'ont pas des solutions qui puissent réparer les dommages qui sont causés. Et c'est très difficile. Nous sommes d'avis, voilà, s'il y a des solutions, s'il y a des technologies plutôt durables, s'il y a des technologies qui auront moins de problèmes, ben écoute, pourquoi on en fera, nous, un problème l'exploitation? Donc, pour nous, il y a aussi la communication que chaque pays fait par rapport au monde extérieur, mais de façon générale, en tout cas, tous les grands pays qui exploitent le pétrole ont des sérieux problèmes, ont des impacts sérieux sur la santé, et ça c'est prouvé, ont des sérieux problèmes de corruption aussi, et donc cela est prouvé. Il y a une question qui parlait, n'est-ce pas, du GUD. Maître Eric a dit qu'on n'a pas beaucoup plus évoqué le contexte congolais. C'est où ces blocs vont se faire, c'est quelle communauté qui sera impactée. Je pense que dans le GUD, on a essayé de mettre un tableau. D'abord, la CORAP a développé une carte qui essaye de présenter tous les 27 blocs des pas où ils se retrouvent. Et la CORAP a essayé de confronter, n'est-ce pas, les sources qui se trouvent dans chaque localité ou dans chaque province où on a identifié un bloc. C'est-à-dire, elle a confronté déjà le bloc qui est là, elle a utilisé des données qui existent sur les forêts, elle a utilisé des données qui existent sur d'autres sources énergétiques renouvelables qu'on peut trouver dans ces zones. Donc, cette carte-là, elle essaie de donner la précision, n'est-ce pas, sur les différentes localités où on peut voir l'exploitation. En même temps, on a aussi mis un tableau qui essaye de lister tous les 27 blocs pétroliers et les 3 blocs gaziers en identifiant les provinces où ils se trouvent, les villages ou localités où ces blocs seront développés, mais aussi l'étendue au fait de toutes les terres qui seront exploitées. Ça, c'est dans le GUD, Maître Eric, vous pouvez le retrouver là-bas. Il y a aussi la question de la gouvernance qu'on avait évoquée avant, que Maître Germain aussi a abordé. Est-ce que si la gouvernance s'améliore, on sera prêt pour soutenir le projet? Patient a dit une chose qui est importante, c'est qu'on n'est pas contre le développement du pays par des projets qui sont présentés, mais on est contre des projets qui nous apportent des problèmes. Comment voulez-vous, j'étais en train de le dire ici, un projet qui va me tuer, pourquoi je vais soutenir un tel projet? Parce que dans tous ces pays-là, les cas les plus exprès, c'est celui du Nigeria, dans l'état de Delta par rapport à d'autres États, où il y a au moins 16%, au fait 16 ans de moins sur la vie des communautés qui vivent dans le Delta par rapport à ceux qui vivent dans d'autres provinces. 16 ans de moins en termes d'espérance de vie. Moi, je ne soutiens pas un projet qui vient nous tuer. Moi, je soutiens un projet qui m'apporte développement, effectivement, un projet qui m'aide à avancer. Donc, la gouvernance, c'est une question très importante. Travaillons pour améliorer la gouvernance. Je pense que si la gouvernance est améliorée, certaines choses seront aussi faites de sorte à réduire au maximum les impacts. Et donc, pour ne pas prendre tout le temps, je pense que Maître Blaise, dans le chat, a aussi fait un commentaire qui est assez important en posant la grande question. Est-ce que c'est la première fois que la RDC exploite ses ressources? On est dans le secteur minier. Il y a 2 semaines, j'ai encore refait la route Lubumbashi-Kolwezi. Sur toute cette route-là, en tout cas, tu quittes Lubumbashi, tu passes des villages
où tu peux voir la pire pauvreté jusqu'à atteindre l'Ikassi. Tu dépasses l'Ikassi pour voir une autre ville qui ressemble à quelque chose. C'est jusqu'à Fungurume, plusieurs kilomètres. Mais entre l'Ikassi et Fungurume, vous voyez la pire pauvreté. Entre Fungurume et Kolwezi, la même chose. Donc, sur cette route-là, les villes qui ressemblent à quelque chose, c'est peut-être l'Ikassi, Fungurume et Kolwezi. Comment on peut s'imaginer que toute cette zone-là, déjà en partant de Lubumbashi jusqu'à atteindre Kolwezi, il y a des mines partout là-bas. Comment on peut nous imaginer qu'un pays comme celui-là, des villes ou des villages à côté d'où on sort les richesses sont dans une extrême pauvreté? Les hydrocarbures au Mwanda, je disais, plus de 90% des populations à Mwanda sont dans le chômage, ils n'ont pas d'emploi. Et parce que, comme ils n'ont pas d'emploi, leurs activités, c'est certainement l'agriculture, la pêche. Mais rassurez-vous que Condé, qui est ici avec nous, va l'affirmer avec nous qu'aujourd'hui, la pêche à Mwanda ne fonctionne plus, alors qu'il y a quelques années, les gens quittaient Kinshasa où on ne faisait que des commandes de poissons à Mwanda. Mais aujourd'hui, il y a un sérieux problème pour la pêche. L'agriculture, n'en parlons pas. C'est-à-dire que quand on ravit les communautés de leurs moyens de substance pour produire des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on va les tuer en même temps de faim parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives pour travailler. Donc, c'est un peu ça, les éléments de réponse qu'on peut donner. Mais dans l'entretemps, nous notons que ce débat vient de commencer parce qu'au niveau de la CORAP, en partenariat avec toutes les organisations, APM, Greenpeace et tous les autres, tels que vous l'avez vu, on sera pendant 2 mois, à partir d'aujourd'hui, dans les médias, en ligne, sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, les radios communautaires. On va davantage débattre de ces questions. Et déjà, votre intérêt nous rassure et nous démontre, au fait, nous pousse à croire qu'il y a vraiment cette importance, n'est-ce pas, d'aller dans cette discussion à plus grande échelle, et que les gens doivent discuter, les gens doivent donner leur point de vue, les gens doivent analyser et, n'est-ce pas, prendre des positions qu'il faut pour le développement de notre pays. Donc, 5 minutes, peut-être à notre collègue Jérémy, très rapidement, qui, lui, va essayer de nous parler en quelques mots les étapes que nous allons suivre très rapidement pour la prochaine campagne, chose qui nous permettra de clôturer cette réunion en beauté. Merci. Vas-y. Donc, je ne veux pas être trop long. La campagne de sensibilisation en ligne sur les impacts des hydrocarbures sur les communautés utilise différentes approches pour toucher un large public. Et donc, nous avons mis en place des vidéos explicatives qui seront diffusées sur les réseaux sociaux afin d'expliquer de manière simple et concise les conséquences de l'utilisation ou les conséquences de l'exploitation des hydrocarbures sur les communautés, sur l'environnement, évidemment sur notre économie. Et donc, des témoignages poignants de personnes ayant vécu les effets néfastes de cette exploitation seront également partagés avec le public cible. Et donc, nous prendrons tous ces éléments dans les différents travaux qui ont été publiés par les organisations partenaires telles que Greenpeace, Rainforest, IDEL et autres. Et donc, nous allons nous appuyer sur ces éléments qui existent déjà, sur ces témoignages d'autres pays, notamment le delta du Niger qui se trouve au Nigeria. Nous parlerons des impacts de l'exploitation dans d'autres pays tels que le Ghana. Mais nous mettrons vraiment un point fort sur les impacts que nous avons dans notre pays en parlant de ce qui se passe à Mwanda. Il y aura bien évidemment quelques consultations des communautés qui seront lancées dans le jour qui arrive. Et donc, notre campagne s'étale sur une période de 8 semaines. 8 semaines où nous parlerons de la généralité autour des hydrocarbures, 8 semaines où nous parlerons de qu'est-ce qu'est le bloc pétrolier, parce que c'est vrai que nous parlons des blocs pétroliers, mais est-ce que la population congolaise est au courant de
d'où viennent ces mots, c'est quoi ces mots, c'est quoi le bloc pétrolier, où sont ces blocs pétroliers et comment seront exploités ces blocs pétroliers, c'est quoi le modèle d'extraction des hydrocarbures qui est adapté à la RDC, est-ce que ce modèle est profitable à notre pays. Et donc, notre campagne vise bien évidemment toutes les couches de la population, en commençant par le président de la République, le gouvernement, nous voyons les autorités des ETD, nous voyons le chef coutumier et bien évidemment le communauté qui sont les premières personnes qui seront impactées négativement par l'exploitation. Et durant le 8 semaines, nous vous invitons à bien évidemment visiter nos pages sur les réseaux sociaux vu que la campagne est en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que nous savons tous aujourd'hui que les réseaux sociaux détiennent un grand pouvoir de partage et d'amplification de voix. Et donc, il est important pour nous déjà de capitaliser cet avantage. Mais parce que nous parlons de communautés, parce que nous parlons de ces communautés qui habitent bien évidemment les lieux reculés de la République, nous sommes en train de négocier des contrats avec les radios communautaires qui vivent avec les communautés, qui parlent avec les communautés. Avec les radios communautaires, nous travaillerons autour de la production des spots de sensibilisation. Le guide, comme vous l'avez remarqué, est élaboré en français. Et donc, il y a des communautés qui ne pourront bien évidemment pas très bien comprendre ça. Très bientôt, dans le 8 semaines, nous allons lancer des enregistrements de synthèse, ou encore enregistrements synthèse de guides, qui seront diffusés dans les radios partenaires. Et dans ces radios partenaires, après diffusion, il y aura des débats communautaires où nous prendrons en compte la pensée ou encore la manière de voir les choses des communautés. Rassurez-vous, ces éléments ne seront pas influencés par la CORAP. Nous partagerons des informations qui seront très claires, sans pression, et ce sera bien évidemment à ces communautés qui vont comprendre les enjeux qui tournent autour de cette exploitation, de prendre leurs décisions, de donner leur manière de voir les choses et bien évidemment de s'adresser au gouvernement et aux autorités provinciales. Et nous savons que ces communautés n'ont pas été pour la plupart consultées lors de lancement des appels d'offres sur les blocs pétroliers. Et donc, c'est aussi une manière pour nous d'arriver, de les informer, au-delà de les informer, parce qu'il y a Greenpeace qui a quand même fait un grand travail d'information et de sensibilisation. Nous viendrons apporter un plus, afin d'assurer cette complémentarité et bien évidemment de nous assurer que les communautés ont les informations qu'il faut au moment où il faut et bien évidemment savent quoi faire, comment le faire et où le faire. Et donc, pendant le 8 semaines, nous serons sur les réseaux sociaux, nous partagerons des informations clés pour sensibiliser la population, la communauté, le gouvernement autour de ces risques et présenter les recommandations de la société civile au monde entier, au niveau national et bien évidemment au niveau international. Et je pense que de manière très ramassée, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cela. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jérémy. Je pense qu'on a dépassé de notre temps. Comme vous l'avez compris, donc à partir d'aujourd'hui, pendant 2 semaines et pendant 2 mois, nous serons en ligne pour parler de ces questions. Il y aura des tweet space qui seront créés. Il y aura vraiment beaucoup de débats. On va relayer plusieurs témoignages de certaines communautés. On va relayer des témoignages de certains acteurs qui ont beaucoup travaillé sur la question. On va aborder différentes thématiques, en tout cas pour davantage éclairer la population autour de la question. Et nous promettons justement prendre en considération les quelques remarques que vous nous avez fait de façon directe sur le document. Nous allons voir dans quelle mesure les intégrer dans notre démarche future. En tout cas, nous tenons à vous dire grand merci pour vraiment cet intérêt, parce qu'on peut voir la mobilisation en ligne, on a atteint plus de 35 personnes à un moment. Et voilà que les gens n'ont pas quitté alors qu'on a débordé d'une vingtaine de minutes. Et nous vous disons grandement merci pour vos félicitations sur le travail qui a été fait, mais aussi les remarques, comme je le disais. On va tâcher à nous améliorer davantage et toujours à faire le travail pour le bien de notre pays. Parce que tout le temps, je me rappelle, quand on aborde certaines questions, quand on fait certains plaidoyers, la question est toujours, mais qui est derrière vous? Je pense que ce qui est derrière nous, c'est l'intérêt du pays. On veut bien voir notre pays prendre de bonnes décisions
qui vont nous profiter à nous, qui vont même profiter à ces autorités, parce qu'ils sont aussi des communautés au même titre que nous tous. Donc, merci beaucoup. Peut-être que je vais nous inviter, nous qui sommes en ligne, d'allumer nos caméras, si possible, pour que l'on prenne une photo, une capture d'écran avec tout le monde, de sorte que l'on puisse garder nos archives. Alors, c'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir dans cette réunion-là. J'essaie de voir. Attendons que tout le monde allume. Pardon? Attendons que tout le monde allume la connexion. Voilà. Permettez une minute. Voilà, c'est bien fait. On peut maintenant prendre ça. Merci. Allez, de bonnes choses à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. À nous la campagne. Intervenons, bougeons les lignes pour que, en tout cas, les bonnes décisions soient prises pour notre intérêt à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, pareillement. Merci, bye bye. Merci, Emmanuel. Alors. Sandrine.